Bonjour, 10 jours après la décision du Conseil constitutionnel validant la réforme des retraites dans les grandes lignes et rejetant la demande d'organisation d'un référendum d'initiative populaire sur ce sujet, où en sommes-nous plus précisément? Où en est notre démocratie, nos institutions, notre président de la République, nos organisations syndicales et nos politiques? Les 100 jours d'après dont Emmanuel Macron a lancé le décompte lundi soir, vont-ils à terme changer la donne? Ou ne sont-ils qu'une sorte de CDD qui ne dirait pas son nom, le tout sur fond de concert de casseroles à répétition? Pour en débattre, 4 invités sont sur ce plateau. Christophe Gesselot, bonjour. Bonjour. Merci à vous. Vous êtes maître de conférence en droit public à l'Université de Franche-Comté. Les droits constitutionnels, le champ politique au sens noble du terme, c'est votre terrain de prédilection. On va le constater dans un instant. Thierry Pagot, bonjour. Bonjour. Vous êtes, vous, le président de l'Union départementale CFE-CGC de Haute-Saône et représentant de l'intersyndicale dans ce même département. Marcel Bourquin, bonjour. Bonjour. Merci à vous aussi d'être ici, ancien sénateur socialiste du Doubs entre 2008 et 2020. Et vous êtes maire d'Audincourt, 4e mandat en cours, si je ne me trompe pas. Et Antoine Villieu, bonjour. Bonjour. Merci aussi à vous d'être ici. Vous êtes député Rassemblement National de Haute-Saône. Vous siégez à l'Assemblée nationale depuis maintenant 2 ans? Près d'un an. Eh oui, près d'un an. Merci une fois encore à tous les 4 d'être présents. On va débuter immédiatement, si vous voulez bien, avec cette photo. Et je voudrais bien que vous me disiez les uns et les autres ce qu'elle vous inspire. Et j'ai envie de commencer avec vous, Christophe Gesselot. Cette image d'il y a 10 jours du Conseil constitutionnel sur haute protection policière, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle est dure, j'ai envie de vous dire qu'elle est terrible. Je ne me souviens pas d'une telle image, d'un tel cordon de sécurité devant l'institution qui est devenue, sous la Ve République, celui dont la fonction principale est de protéger les droits et libertés. Donc, ça interpelle. C'est dire aussi les attentes qu'il y avait, l'importance des attentes quant à la décision du Conseil et les déceptions, naturellement, qui ont fait suite à cette décision. Antoine Villieu, vous, cette image, qu'est-ce qu'elle dit pour vous de l'état dans lequel le pays se trouve en ce moment? Je pense que cette image, elle évoque parfaitement en fait la brutalité par laquelle Emmanuel Macron en fait a imposé la réforme des retraites aux Français. C'est une retraite qui, je le rappelle, est largement rejetée par tout le monde. Et cette brutalité, cette violence, on pourrait presque dire d'antidémocratie, même si sur le fond, sur l'aspect constitutionnel, en tout cas réglementaire, tout a été respecté, je l'entends, mais antidémocratique dans le sens où les institutions étaient bafouées, de l'Assemblée nationale jusqu'à la volonté populaire. Mais là, pour le coup, la violence, elle venait peut-être aussi, elle risquait de venir d'en face aussi, non? Elle vient d'en face, et il anticipe d'une certaine manière en fait la colère de son peuple qui n'a pas su écouter. Marcel Bourquin, cette image, vous? Ce n'est pas l'image d'un pays démocratique. Ça vous inquiète? C'est très inquiétant. C'est très inquiétant. À la violence symbolique, inévitablement, on a des organisations syndicales qui ont géré de façon remarquable un mouvement social d'une ampleur inégalée. Et à côté de ça, le jour de la décision, on voit cela. J'ai vu cela sur des tas de journaux pour le Chili, pour des pays antidémocratiques, mais pas en France. Le pays de la Déclaration des droits de l'homme. Vous imaginez ? Ça fait frémir quand on voit ça. Ça fait frémir. Et donc, franchement, il faut très vite qu'on sorte de cette crise démocratique, crise sociale, crise économique, et ce n'est pas avec des forces. Pour vous, c'est tout en même temps? Tout est en même temps. On va en parler, mais tout est lié. Thierry Pagot, vous avez entendu les compliments qui vous ont été adressés, mais est-ce que pour les coups, vous n'avez pas, je le fais sur un brin provoquant, sur un ton un brin provoquant, mais est-ce que vous n'avez pas raté quelque chose, vos organisations syndicales, pour qu'on en arrive là aussi? En tant qu'organisation syndicale, on n'a rien raté. Et je remercie M. Bourquin de nous avoir montré le professionnalisme que nous avons fait depuis janvier, parce que c'est un mouvement d'ampleur jamais inégalé. On est à 13 mouvements, 14 en Haute-Saône, puisqu'on a fait un particulier pour le droit des femmes le 8 mars dernier. On a prouvé que nos mouvements sont pacifistes et qu'on arrive à les contrôler.
Cette photo, malheureusement, elle m'évoque deux choses. Déjà, la première, c'est que ça n'est que le reflet de ce qui s'est passé entre le début des mouvements mi-janvier et aujourd'hui. Le mouvement s'est intensifié, s'est cristallisé. On a vu ressortir et rejaillir des choses qu'on ne voulait pas et qu'on ne veut surtout pas, qu'on continue à ne pas vouloir. Moi, cette photo, elle m'inquiète surtout, c'est vis-à-vis de nos enfants. Parce que cette réforme-là, elle est quand même basée sur nous, mais elle est quand même basée aussi pour nos enfants qui vont la prendre de plein fouet. Nos enfants, ils vont retenir quoi de cette réforme des retraites qui est passée dans la douleur? C'est pas encore terminé, bien évidemment, mais elle passe dans un monde où les organismes de l'État, les organismes Conseil constitutionnel, l'Assemblée nationale, Sénat, les institutions, on se rend compte qu'elles sont bloquées comme un pays où la manifestation, où le droit de la parole n'a plus lieu. C'est quand même grave et c'est extrêmement dangereux. Alors, très insouciant. Elles sont bloquées, ces institutions, selon vous, je vous pose la question à tous les quatre, où elles sont victimes de suspicions et de soupçons. Là, on a entendu, le Conseil constitutionnel, c'était joué d'avance, il n'y avait pas de surprise, rien à attendre. Oui, en effet. Je voudrais revenir justement sur les attentes à l'égard du Conseil constitutionnel et sur ce qu'il est, ce qu'il n'est pas. Il est tout sauf un arbitre de la vie politique. Oui. Et j'ai le sentiment, je perçois que c'est au contraire la manière dont il est vu. Et son rôle n'était pas de dire si la réforme de la retraite à 64 ans est une bonne chose ou une mauvaise chose. Ça ne relève pas de sa compétence. Sa compétence, elle est plus modeste, en fait. Il dit le droit, même si le droit, ça appelle une interprétation et la subjectivité, elle est là. Alors, quand on lit à cette fonction qui est de dire le droit, le fait que ceux qui la disent sont désignés par des autorités politiques, on ouvre la porte à toutes les suspicions inévitables. Sur ce terrain-là, il me semble qu'on fait un faux procès au Conseil constitutionnel. Est-ce que ce n'est pas un vrai poison pour un système démocratique ? Ça n'est pas un vrai poison, et à regarder ce qu'on peut faire autrement, c'est-à-dire ailleurs, personne ne fait autrement que de désigner les membres des cours constitutionnels par des autorités politiques. Alors ça n'est pas fortuit, c'est parce que cette institution a un rôle particulier. Et simplement, les mécanismes qui existent à l'étranger permettent, disons, d'éviter certaines formes de suspicion qui existent en France à l'égard de la désignation des membres du Conseil constitutionnel. Et pour terminer sur ce point, la fonction, en effet, de cour constitutionnel, même si ce n'est pas la dénomination de ce Conseil, elle est à la jonction entre le politique et le droit. Et ça appelle une forme de légitimité particulière, une désignation par des autorités politiques. Voilà pourquoi, partout dans le monde, les membres des cours constitutionnelles ne sont pas des magistrats professionnels, mais désignés par des autorités politiques. Marcel Bourquin, je me souviens d'Olivier Faure vendredi dernier, juste après la décision du Conseil constitutionnel, qui dit, je le cite de mémoire, ce n'est pas parce que le Conseil constitutionnel dit que cette loi est constitutionnelle que pour autant cette loi est juste. Absolument. Il faut faire la différence entre un exercice d'examen constitutionnel d'une loi et la justice d'une loi. Elle est profondément injuste. L'image qu'on a vue tout à l'heure, elle est quand même symbolique. On ne gouverne pas contre son peuple. On ne gouverne pas contre le Parlement. Parce que quand même, dans cet exercice d'examen de la loi, il y a eu toute une série... Vous avez des constitutionnalistes qui ont dit il a eu raison, le Conseil constitutionnel, et il y en a d'autres qui ont dit il n'a pas eu raison, parce qu'il y avait... Les avis sont très divergents. Le budget de la Sécu, de la Sécurité sociale, n'était peut-être pas le bon véhicule législatif. La deuxième chose, il y a eu des manqués du gouvernement, des mensonges du gouvernement sur les petites retraites qui ont été absolument scandaleux. Le temps de parole des députés, le temps de parole des sénateurs, tout a été cadenassé. On sent un président qui a imposé à son gouvernement une loi et il veut l'imposer au peuple, il veut l'imposer au Parlement malgré le fait qu'il pouvait absolument ne pas avoir un vote positif au Parlement. Pardonnez-moi, mais il ne reste plus que le référendum. Mais en même temps, le Conseil constitutionnel, il n'a rien trouvé à redire dans cette histoire. Si vous regardez de près
les attendus, et vous les lisez, moi je ne suis pas constitutionnaliste comme monsieur le professeur, mais en lisant, en étant un parlementaire on travaille sur le droit, il y a quand même eu des manquements avérés sur la constitutionnalité. Écoutez, monsieur Macron a désigné 7 de ces personnes, 7 des personnes du Conseil constitutionnel. Je savais avant, c'est pour ça que j'avais des amis qui se faisaient des illusions, j'ai dit non, le Conseil constitutionnel va valider. Excusez-moi. Et ensuite, je voudrais vous entendre surtout aussi. pas monopoliser la parole, mais il n'y a pas d'inconstitutionnalité avérée dans cette affaire. Heureusement ou malheureusement, j'en sais rien, c'est pas mon propos. Et en fait, toute la problématique, c'est que on interprète des textes, tout simplement, et quand on interprète des textes, on choisit entre plusieurs interprétations possibles. Alors, je tiens à dire, je ne suis pas un grand défenseur du Conseil constitutionnel, que dans cette affaire, il retient l'interprétation la moins subjective, c'est-à-dire il reste près des textes, à l'être des textes, un littéralisme presque, scolaire, et puis quand il en sort, c'est pour se conformer à ce qu'est l'intention de ceux qui ont fait les textes. Ça veut dire que les 9 sages ont ouvert le parapluie, en gros ? Ils ont ouvert le parapluie complètement. C'est comme ça qu'on peut le dire plus simplement. Absolument, en précisant, comme ils le font rituellement, qu'ils n'ont pas un pouvoir d'appréciation comparable au Parlement. Alors finalement, Antoine Villedieu, ça pose la question de est-ce que le Conseil constitutionnel sert à quelque chose ? Et le Conseil constitutionnel a une utilité, et je pense qu'elle a été bien expliquée. Vous ne le remettez pas en cause ? Mais la composition, tout peut être sujet. Aujourd'hui, même la désignation des membres, on pourrait revenir dessus et peut-être travailler pour ressouder un peu les liens démocratiques. Sur cette question-là, on est d'accord. En revanche, je pense que le problème ne vient pas du Conseil constitutionnel, parce qu'il faut rappeler que le Conseil constitutionnel arrive tout à la fin, en fait. Eux viennent rendre une décision sur un texte qui n'a pas été voté. Et cette fois-ci, c'est par vos collègues de la NUPES qui ont fait de l'obstruction parlementaire. Je le rappelle, 20 000 amendements déposés lors de la première lecture. On n'est pas arrivé jusqu'à l'article 7, mais le fameux article sur l'âge de la retraite. On n'est même pas sorti de l'article 2 ou 3, oui. 2. Et rappelons également que le Conseil constitutionnel a été saisi par l'opposition, par la Première ministre aussi. Il y a eu plusieurs saisines. Ce que je veux dire, c'est que c'est facile de pleurer les causes une fois qu'on a fait ce travail d'obstruction. Parce que le rejet du texte, il aurait pu être fait à l'Assemblée nationale. Le problème, c'est que votre parti politique, le Parti socialiste, comme d'autres partis, on va dire, dans une gauche républicaine, je n'ai rien contre les socialistes, qu'on se le dise, s'est mis sous l'égide de Jean-Luc Mélenchon, qui avait dès le départ décidé de faire de l'obstruction. 20 000 amendements, le texte n'a pas pu être discuté, il est parti en lecture au Sénat. On savait pertinemment qu'au Sénat, avec Bruno Retailleau, etc., le texte allait être adopté. C'était pas une surprise. Ensuite, on savait très bien que ça allait revenir. La CMP, commission mixte paritaire. Voilà, avant le Parlement, il y a déjà eu la concertation. Donc vous dites quoi, que les torts sont partagés ? Comment ? Mais les torts sont pas partagés. C'est que si vraiment il y avait eu cet objectif de repousser au moins l'article 7, l'âge légal de départ à la retraite, eh bien, il fallait arriver à la discussion. Mais pour ça, il fallait pas avoir des amendements d'obstruction tout du long. C'était des virgules, c'était des années. Et vous savez très bien comment c'est, monsieur Bourquin, c'est 2 minutes de temps de parole à chaque fois, avec au moins un contradicteur, parce qu'on a quand même réussi à se mettre... très vite, et après, Thierry Pagot. Moi, ce que je tiens à dire là-dessus, tous les grands textes, prenez le mariage pour tous. Prenez, à chaque fois qu'il y a eu des grands débats, il y a eu des milliers d'amendements. Et là, il y avait une volonté, devant l'injustice, la violence sociale de cette loi, de déposer une série d'amendements. Alors c'est encore un débat, on est dans le cadre d'un débat ou de l'obstruction ? Mais je vous signale quand même que le mariage pour tous, il y a eu 2 mois de débat au Parlement. Là, vous avez vu le temps qu'il y a eu ? Oui, mais vous n'allez pas accréditer l'idée que c'est la NUPES qui est responsable du temps de parole du Parlement qui a été réduit à sa plus simple expression. Mais monsieur Bourquin, si la NUPES voulait réellement discuter du texte, il suffisait de faire des amendements constructifs. Thierry Pagot, je ne vais pas parler du Conseil constitutionnel, je ne vais pas parler de ce qui s'est passé au Parlement. Moi, j'aimerais juste que vous me disiez un mot là-dessus. Comment vous l'avez vécu, ce débat parlementaire ? Il a eu lieu ou pas ? En tant qu'organisation syndicale ou en tant que citoyen ? En tant que des deux. Citoyens et représentants syndicaux. Déplorable dans le sens où les conversations qu'on voyait au travers de la presse, il n'y a pas de discussion et puis surtout il n'y a pas de vote, le Parlement n'a pas. Nous, en tant que citoyens, j'estime que le Parlement n'a pas fait son travail. Mais avant, le Parlement a raté le coche. Il a raté. Mais avant d'arriver, puis peu importe les discussions politiciennes, mais avant d'arriver au Conseil constitutionnel, avant d'arriver au Parlement, il y a déjà eu la concertation.
soi-disant, je minimise quand même le mot concertation, parce que quand on concerte, quand on discute, il faut toujours être deux, enfin à minima deux. Le problème, c'est que quand le gouvernement, Premier ministre, vous a présenté cette réforme, elle a reçu les organisations syndicales, salariées, patronales, pour essayer d'amender, de positionner. Le problème, c'est que quand on est dans une discussion, quand on est dans le cadre d'un accord, si le cadre est déjà restrictif et on n'apporte pas la possibilité de pouvoir étendre un petit peu, quitte à parler de ce qui nous cristallise, le fait de passer en taux de cotisation plus important et le fait de passer de 62 à 64 ans, ne serait-ce que les contours, on n'y a pas arrivé. Toutes les organisations syndicales ont fait des propositions, alors on nous a écoutés. Je pense que là, le gouvernement, pas de souci, nous a bien écoutés. Par contre, c'est comme d'habitude, que ce soit dans les entreprises ou que ce soit au niveau de la politique, on nous entend, mais on nous écoute, mais on ne nous entend pas. Et le problème, c'est qu'à un moment donné, on pourrait très bien dire, le président l'a encore dit dernièrement, vous voyez, on a eu 2 mois de discussion, on s'est retrouvés plusieurs fois, on a discuté, on a modifié. Mais on a modifié quoi ? On n'a rien modifié du tout. C'est juste un gloubi-boulga dans cette réforme qui, en fait, n'apporte rien. Et le Conseil constitutionnel n'a fait que la déséquilibrer encore plus et la rendre encore plus injuste, par exemple au niveau des seniors, où là, il n'y a plus rien. Au vu de tout ce qu'on entend là depuis le début de cette émission, qu'est-ce que vous diriez, en particulier vous, Christophe Gesselot ? On est dans un moment de crise politique, de crise institutionnelle, de crise démocratique, où c'est simplement, je reprends les termes d'Aurore Berger, du groupe Renaissance, c'est un moment politique, pour ne pas dire une séquence politique. Qu'est-ce que c'est ? C'est comme vous disiez tout à l'heure, vous, c'est un peu un mix de tout ça, ou ça fait partie de la vie démocratique ? C'est comme ça que ça doit marcher. Les deux. À savoir que la crise est l'état normal de la démocratie. On l'oublie trop souvent. C'est-à-dire que la démocratie, c'est un système dans lequel on se conteste les uns les autres. On débat. On est d'accord, on n'est pas d'accord. Alors, jusqu'à un certain point. Lorsque la crise est trop profonde, évidemment, c'est le système qui menace de tomber. Mais la Ve République, donc, qui a une maladie chronique naturelle, normale, crise démocratique, en arrive d'année en année, plutôt de mandat, de quinquennat en quinquennat, à cette cristallisation. Et cette cristallisation, qui est latente depuis un certain moment, elle explose ou elle s'exprime, je veux dire cette crise, parce que nous sommes dans une configuration politique particulière qui est née des élections législatives, c'est-à-dire un Parlement, une Assemblée nationale en particulier, au sein de laquelle le pouvoir en place n'a pas de majorité absolue. C'est déjà arrivé avec Michel Rocard et le deuxième septennat de François Mitterrand. Absolument, et Michel Rocard a gouverné par le moyen du 49 alinéa 3. Oui. C'est un outil constitutionnel. Qui est un outil constitutionnel, ouais. Absolument. Sur cette question de la retraite, il faut quand même examiner le projet de loi en soi. Projet de loi, c'est augmenter de 2 ans pour avoir la retraite entière. Ça va être 67 ans, pleine et entière. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que ça représente pour beaucoup de personnes. M. Macron a choisi de faire porter l'effort sur les petits et les moyens salaires. Il a décidé de le faire. Et ce système-là, il nous dit, oui, mais en Allemagne, ça se fait comme ça. Ça se fait comme ça dans plusieurs pays nordiques. Ce qu'il oublie de dire, c'est que ces pays, dont un veut revenir en arrière parce que ça produit énormément de retraités pauvres. Il y a une injustice fondamentale dans cette loi. Et donc, il y a la majorité, 90% des salariés qui sont contre. Et M. Macron, il n'a jamais voulu travailler avec les corps intermédiaires. Alors, pour lui, les corps intermédiaires... Il les humilie. Il les humilie. Regardez encore... La promulgation dans la nuit qui a suivi, pour vous, ça a été une provocation, une humiliation supplémentaire ? On va dire une provocation, mais comme ça a été rappelé très souvent, le président Macron a promulgué très rapidement les lois chaque fois qu'il les a fait passer depuis 2017. Donc c'était pas franchement une surprise. Le fait de le vivre, ça a été fait à 3h28. Bon, ce qu'il faut reconnaître quand même, c'est que le président de la République, il a fait quelque chose qu'aucun de ses prédécesseurs n'a encore fait.
c'est-à-dire à cristalliser la très grande majorité de la population et toutes les organisations syndicales contre lui. Et vous remettre sur le devant de la scène. Et nous remettre sur le devant de la scène, nous donner un peu plus de présence, effectivement, au vu de toutes les lois qui nous ont détruits au fur et à mesure, mais on est encore là. Il a quand même réussi à nous mettre tout le monde autour de la table, tout le monde d'accord, que ce soit au niveau national et que ce soit local, départemental. On n'a jamais connu, de mémoire d'anciens syndicalistes, une intersyndicale aussi puissante et aussi dans la durée. Parce qu'on ne la fait pas sur un mois, on fait un mouvement, 2 mois, puis après c'est fini. Là, ça fait quand même près de 4 mois qu'on est ensemble. Et toutes les décisions sont prises en intersyndicale. Malgré les valeurs et malgré tout ce que chaque organisation syndicale peut faire en plus ou en moins, tout finit en intersyndical. Et le discours que l'on a maintenant est totalement différent, que ce soit en extérieur ou dans les entreprises. Alors, on va essayer... J'aurais une question à poser à M. Pagou. Et après, on va essayer de s'intéresser à la suite. Très courte sur le syndicalisme en France, et dont l'importance est vraiment cruciale. Quand est-ce qu'il parviendra à maturité? C'est ma question, parce que le dialogue, il faut être deux, c'est vrai. Mais il faut être deux. Alors aujourd'hui, c'est le pouvoir qui dit moi, je ne reculerai pas. Hein. Mais j'ai l'impression que la position est la même de l'autre côté. C'est-à-dire que les syndicats ne sont pas dans une posture de négociation véritablement, c'est-à-dire que leurs revendications doivent être entendues. Vous me tendez une perche, Christophe, je sais que je n'aurais pas espéré. Justement, je voudrais qu'on voit cette communication de la CFE-CGC, que vous m'avez fait suivre. On va voir, ça a été diffusé lundi, avant la prise de parole du chef de l'État. Dimanche, exactement. Dimanche. 2 jours avant. Lundi 17 avril, 20h, ne regardez pas, n'écoutez pas l'allocution présidentielle, ni direct, ni replay, ni extrait, contre la réforme des retraites. Alors, là aussi, je vais être un brin provoquant. Est-ce que c'est la meilleure façon de réamorcer un dialogue? Alors, on va être très clair, cette forme de communication, c'est provocateur. Ça, on ne va pas se le cacher. De toute manière, c'était quand même le but. Mais c'était surtout pour montrer que ça fait 4 mois que le président ne veut pas nous entendre, ne veut pas nous écouter, nous ignore totalement. Et tout à l'heure, nous humilie et nous rabaisse à moins que rien, alors que nous sommes quand même censés être les représentants du monde du travail. Il nous ignore totalement. Pourquoi l'écouter? Parce que de toute manière, on savait très bien que soit il annonçait que finalement il abrogeait la réforme qui venait de promulguer. Oui, vous l'avez ça à 99,999%, c'était sûr que non. Et après, que voulait-il nous dire? On vous rouvre la porte, venez, je vous accueille à bras ouverts. Mais avons-nous envie de l'entendre? On n'aime pas la chaise vide. M. Bourquin l'a dit en début de séance. Nous n'aimons pas la chaise vide. La CFE-CGC, entre autres, n'aime pas cette politique de chaise vide et nous préférons nous asseoir et discuter, même discuter violemment, plutôt que de faire une chaise vide, parce que nous avons toujours quelque chose à dire. Mais le problème, c'est qu'à un moment donné, il faut aussi faire des images fortes, montrer que nous ne sommes pas à la botte de l'agenda politique du président et que nous prendrons le temps de discuter avec lui, mais quand il acceptera de nous entendre. Après le 1er mai. Est-ce que vous ne pensez pas que, comme me disait monsieur le professeur tout à l'heure, il faut être deux pour se parler? Quand François Mitterrand, il y a 1 million de personnes dans la rue contre la loi sur l'école privée. La loi de Vaquet. Non, la loi Savary. Savary. Qu'est-ce que fait François Mitterrand? Il pouvait passer en force. Au début de son septennat à l'époque. 84. Il décide de suspendre et il se remet à négocier. Que fait Jacques Chirac quand il y a eu la loi sur le CPE? Elle était votée. Le Conseil constitutionnel avait validé. Qu'est-ce que fait Jacques Chirac? Je ne peux pas gouverner contre le peuple. Je suspends. Il promulgue et il suspend. Il promulgue et il suspend. Ce que disait monsieur le professeur tout à l'heure, s'il avait un geste comme celui-là, je suis certain que l'ensemble des syndicats iraient négocier, iraient discuter. On a affaire à une stratégie bonapartiste. Je décide, j'ai décidé. Tant pis si vous ne le voulez pas. Maintenant que j'ai décidé, vous pouvez venir discuter des miettes. Alors après, pour répondre à monsieur. Après Jupiter Bonaparte. De toute façon, il n'a plus beaucoup de solutions, Emmanuel Macron, aujourd'hui. Alors justement, on va voir celle proposée par Marine Le Pen, présidente du Rassemblement. Enfin, elle n'est plus présidente du Rassemblement national. Qui dit, pour résoudre la crise sociale et politique, Emmanuel Macron a le choix entre référendum, dissolution ou démission. Le référendum, ça ne peut être qu'une de ces 3 solutions-là. Mais de toute façon, ce sera une de ces 3 solutions-là. Sauf que le référendum, il n'en veut pas. Donc il lui reste 2 choses. C'est la dissolution ou la démission. Aujourd'hui, la dissolution permettrait clairement de revenir aux urnes et de laisser choisir les électeurs en fonction. Ce serait un référendum.
par le biais législatif. Mais on voit bien que les dernières études qui ont été faites... Le fonctionnement de la Ve République voulu par Général de Gaulle reposait sur un lien de confiance entre le président et son peuple sans intermédiaire, ce qui lui permettait de gouverner avec une majorité. Et M. Bourquin l'a très bien expliqué. Les présidents, enfin ses prédécesseurs, ont quand même eu ce courage, parce qu'il faut du courage pour revenir sur ces décisions. Il faut du courage pour se remettre en cause. Mais est-ce qu'il ne faut pas non plus du courage pour dire... Voilà ce que j'ai dit, mais je le fais et je vais jusqu'au bout. C'est pas du courage, c'est du mépris, c'est de l'arrogance. Aujourd'hui, c'est jupitérien. Regardez. Je vous pose la question, un autre exemple. Là, le Conseil constitutionnel n'a pas validé la demande de référendum parce que la loi n'était encore pas promulguée. Là, il y a un nouveau dépôt qui va être examiné le 4 mai. Oui. Le 4 mai, il va y avoir la possibilité d'organiser un référendum selon la Constitution. Et il faudra environ 4,7 millions à 5 millions. Ça prendra plusieurs mois. De voix. Ça prendra plusieurs mois. Et nous sommes mobilisés pour y arriver. Et je vous le dis, franchement, malheureusement, il peut en sortir par là. Parce qu'à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer ? Très vite. Il va se passer quelque chose de simple. Les organisations syndicales, moi je suis maire, j'ouvrirai ma mairie, on travaillera et on n'aura peut-être pas 5 millions, mais 6 millions, 7 millions de voix. Et si à un moment donné, M. Macron veut gouverner absolument contre le peuple, eh bien, on n'est pas tout à fait dans une démocratie viable. Christophe Gesselot. Malheureusement, je crois que vos attentes à l'égard du référendum d'initiative partagée n'aboutiront pas. Partagé ou populaire d'ailleurs ? Partagé. Partagé. Le référendum populaire, c'est vraiment différent. Partagé. C'est dommage. Ça n'aboutira pas parce que la décision revient au président de la République. Non, ça n'aboutira pas parce que le Conseil constitutionnel ne va pas valider cette initiative. Pourquoi il l'a fait sur l'aéroport de Paris ? Aéroport de Paris, c'est très différent. C'est moi qui l'avais déposé en plus. C'est très différent. C'est une question. En tout cas, vous pensez que ça ne sera pas aussi simple que ça ? C'est sûr que non. Mais pourquoi ? Mais parce que l'interdiction de dépasser les 62 ans est la même que celle qui était portée par la première proposition. On y ajoute un prélèvement sur le capital, sur les revenus du capital. C'est fini. Voilà. Et des cotisations. Et c'est fini. Et on va poursuivre cette discussion hors antenne. Vous pouvez également la continuer chez vous. Merci vraiment à vous quatre d'être venus. Nous savions que nous allions être frustrés. Merci en tout cas. Au moins, le débat est lancé. Bon dimanche et à très bientôt sur France 3 Franche-Comté.